Quel est le point commun entre Gims, Niska et Damso? Eh ben, c'est tous des Congolais. Générique. On s'est déjà posé la question, pourquoi y a-t-il autant de Congolais dans le rap français? C'est pas le hasard, hein. Il y a une explication derrière tout ça. Et justement, je fais cette vidéo pour t'expliquer, pour que tu comprennes bien. C'est pas comme ça que les Congolais ont décidé, bon, on va faire un syndicat des Congolais. Aujourd'hui, on va prendre d'assaut le rap français. Non, il y a toute une explication derrière tout ça. Et la première raison pourquoi il y a autant de Congolais dans la musique urbaine, elle est historique. On se retrouve dans le 15e, 16e siècle et là, il y a un peuple qu'on appelle le peuple Congo. Et ce peuple Congo prend une partie du nord de l'Angola, une partie de l'ouest du Congo-Kinshasa, une partie du Congo-Brazzaville et une partie du Gabon. Et ce peuple-là avait l'habitude, lorsqu'il y avait une naissance, de chanter et de danser. Lorsqu'il y avait un enterrement, il fallait chanter et danser. Lorsqu'il y avait des événements majeurs, ils chantaient et ils dansaient. Malheureusement, à ce moment-là, il y a ce qu'on appelle l'esclavage. Et donc, les Européens vont prendre des personnes du peuple Congo et ils vont les envoyer en Amérique. Que ce soit en Amérique du Nord, dans les Caraïbes ou en Amérique du Sud. Et là, il y a des personnes du peuple Congo qui va arriver dans une île qui se situe dans les Caraïbes. Et en arrivant là-bas, ils vont y aller avec leur culture et avec une danse qu'on appelle la danse Kumba, qui veut dire en Kikongo le nombril. Les années vont passer et cette danse-là va donner la musique qu'on appelle la rumba cubaine. Les siècles vont passer et on va se retrouver en 1930, en 1940. Il va y avoir ce qu'on appelle des crewmen, donc des marins qui font le tour du monde, qui vont aller dans les deux Congos. Sauf qu'ils vont aller dans les deux Congos avec des 45 tours de la rumba cubaine. Et là, quand les Congolais vont entendre cette musique-là, ça va faire un boom. Un boom pourquoi? Parce que ça va leur rappeler la musique qu'ils avaient l'habitude d'entendre il y a très longtemps sous une autre forme. À partir de là, les Congolais vont s'approprier la rumba cubaine et ils vont la transformer en ajoutant le lingala, en modifiant le rythme un peu, en ajoutant un zeste de guitare solo, en ajoutant un petite pincée de guitare basse. Et c'est comme ça que la rumba cubaine va devenir la rumba congolaise. Et quand je pense à ça, je pense à des artistes comme Antoine Kasongo, Zachary Elanga et Wendo Kolosoy avec la musique Marie-Louise. Et donc, c'est comme ça que, culturellement, la rumba congolaise a pris forme. Mais on n'est toujours pas encore arrivé pour comprendre comment ça se fait qu'il y a autant de Congolais dans la musique urbaine. Et là, on arrive à la deuxième partie. Pourquoi il y a autant d'artistes d'origine congolaise dans la musique urbaine? La deuxième raison, elle est politique. On se retrouve en 1960 dans les deux Congos, mais surtout on arrive à une période où l'Afrique entière se réveille pour prendre son indépendance. Ils ont vu De Gaulle, ils ont vu Salazar, ils ont vu les Anglais, la reine d'Angleterre, et ils se sont dit non, trop c'est trop, il faut qu'on soit indépendant. Et c'est comme ça que l'été 1960, les deux Congos vont obtenir leur indépendance. Il va y avoir un homme qui s'appelle Joseph Désiré Mobutu qui va prendre le pouvoir en République démocratique du Congo. Sauf que là, il va changer le nom du pays et il va l'appeler le Zaïre. Pourquoi le Zaïre? Parce que il veut faire un retour à l'authenticité, un retour à l'africanisation de l'Afrique justement. Et c'est comme ça qu'il va même lui-même changer de nom. Il va passer de Joseph Désiré Mobutu à Mobutu Sese Seko Kuku Ngedu Wazabanga. Et donc, il va utiliser le retour aux sources de son pays qu'il appelle le Zaïre à travers trois moyens qui vont être les soft power du Zaïre. Et la première façon qu'il va utiliser pour avoir un soft power puissant zaïrois, ça va être à travers les habits. Parce que il va mettre de côté tout ce qui est costume, tout ce qui est vêtements occidentaux, et il va mettre en avant des vêtements comme la Lacoste, des vêtements comme les pagnes, parce qu'il veut vraiment faire un retour aux sources. Et d'ailleurs, là, aujourd'hui, au moment où on parle, il y a plein de papas congolais qui ne savent pas mettre des cravates, qui ne savent pas faire les nœuds de cravate. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, il était interdit dans tout le Zaïre
Zaïre d'avoir des cravates. Donc, les habits faisaient partie du soft power zaïrois. Le deuxième soft power zaïrois, c'était à travers le sport. Parce que c'était durant cette période-là que le Congo était super fort au foot. Ils ont gagné plusieurs CAN, ils ont été à la Coupe du Monde et c'est aussi dans ce même pays qu'il a eu lieu l'un des événements historiques sportifs les plus marquants du XXe siècle. C'est le combat Ali contre Foreman. Mais quelques heures avant le combat, il y a ce qu'on appelle l'exposition. Des moments où il y a de la musique, l'opening. Il y avait des artistes américains comme James Brown. Et James Brown était assez condescendant. Il s'est dit, je suis en Afrique, c'est moi le meilleur. Je vais pas écouter une musique qui va me surprendre ou qui va me choquer. Quelle erreur. Il a été choqué. L'ancien, il a pris une claque. Il a écouté des musiques de tout puissant hockey jazz. Il a entendu les guitares. Il a entendu les batteries, les guitares basses. Il a été choqué. Et là, c'est comme ça qu'on arrive au troisième point du soft power congolais qui est la musique. Pour ceux qui ne savent pas, il y avait des radios qui appartenaient aux Belges que Mobutu a nationalisé, notamment la RNC, Radio Nationale Congolaise. Et cette radio-là, elle émettait dans plusieurs pays, notamment Cameroun, le Gabon et tous les pays aux alentours du Zaïre. Et c'est comme ça justement que Mobutu a pu étendre le soft power zaïrois à travers la musique. Mobutu, pour étendre le soft power de la musique zaïroise, quand il allait en visite vers d'autres pays, il allait toujours avec un orchestre afin de l'accompagner musicalement. Lorsqu'il faisait des soirées dansantes, c'était les artistes zaïrois qui l'accompagnaient. Lorsqu'un artiste qu'on appelle Taboulé Rochoro, dont on va reparler plus tard, avait besoin de moyens financiers parce que il devait préparer son premier concert à l'Olympia, il a fait appel à qui? À Mobutu, qui l'a financé en termes d'instruments, qui a financé des séances de répétition pour que justement il puisse bien gérer son concert, ses concerts à l'Olympia. Et donc c'est comme ça que la musique congolaise va être propagée dans l'Afrique, mais aussi dans le monde entier. Parce que quelques décennies plus tard, on se retrouve dans les années 80 et la musique congolaise va se retrouver jusqu'au Japon. Parce que durant les années 80, il y aura un artiste comme Papa Wemba, il y aura le groupe Zeiko Langa Langa qui vont faire une tournée au Japon. Et jusqu'à maintenant, j'ai beau réfléchir, je me pose la question, comment ils ont fait, les Japonais, pour entendre la musique congolaise? Parmi ces raisons, il y a eu Mobutu qui a tellement fait en sorte d'étendre, d'envoyer la musique congolaise dans le monde entier. Et au final, c'est arrivé jusqu'au pays du soleil levant. Malheureusement, durant les années 80 et 90, les deux régimes du Congo vont commencer à s'essouffler. Il va arriver un phénomène qu'on connaît tous qui s'appelle l'immigration. Les Congolais vont quitter les deux Congos pour aller en Europe, notamment en Belgique, en France, en Suisse et en Angleterre. Franchement, c'est dans ces pays-là qu'il y a des grosses communautés congolaises. Et parmi les enfants de la diaspora, il va y avoir plusieurs rappeurs. Il y a l'artiste qu'on appelle Passy qui va sortir des chansons à succès comme celle-ci. La une, la deux, mon prix dans le... Il va y avoir le groupe qu'on appelle Arsenic qui eux aussi vont sortir des musiques à succès. D'ailleurs, j'espère que la marque Lacoste leur verse un pourcentage à chaque survêtement qui est vendu. Il y a aussi les rappeurs qu'on appelle Doc et Jekyll. Il y a aussi le rappeur, l'un de mes rappeurs préférés qu'on appelle Mystique. Il y a aussi le chanteur-rappeur qu'on appelle Benji qui vont performer durant les années 90. Ils vont se rendre compte que, hormis le fait qu'ils aiment le rap, ils sont tous d'origine congolaise. Et en 99, ils vont former le groupe qu'on appelle Bisso na Bisso. Et cette même année-là, ils vont sortir l'album qu'on appelle Racine. Et moi, j'aime beaucoup cet album-là parce que c'est la première fois qu'il y a un mélange entre les sonorités africaines et le rap français. Et ça va donner des classiques comme la musique qu'on appelle Bisso na Bisso. Et je pense aussi fortement à la musique qu'on appelle Tata Nzambe. Parce que quand j'étais petit, je me rappelle, mes parents nous obligeaient, moi et tous mes frères et sœurs, de danser sur cette musique pour que mon petit frère puisse manger. Les années vont passer et on va se retrouver au milieu des années 2000. Et là, il va y avoir un groupe qu'on appelle Banakin. En français, ça veut dire les enfants de Kinshasa. Parmi les membres qui sont dans ce groupe, il y aura le rappeur Kozi, mais il y aura aussi le rappeur qu'on appelle Youssoupha. Et ils vont sortir des musiques où ils vont mélanger le
français avec le Lingala. Ils vont parler du Congo, ils vont parler de l'instabilité qu'il y a là-bas. On avance un peu plus. Il commence à y avoir un tout petit peu plus de rappeurs d'origine congolaise dans le rap français. Durant ces mêmes années 2000, il va y avoir d'autres artistes qui vont émerger comme Escobar Maxon, Poison Mobutu et surtout l'un de mes rappeurs préférés qui est Desporuti. En 2009, Bisso na Bisso va sortir leur deuxième album où ils vont encore mêler les sonorités africaines avec le rap français. Et ça sera dans leur album qu'on appelle Africa. Et là, dans cette même année 2009, il y aura un groupe parisien avec des mecs un peu cagoulés, avec des casquettes, avec des lunettes. On comprend pas trop. C'est nouveau, ils ont un nouveau flow, ils ont une nouvelle manière de rapper. Ils arrêtent pas de dire Harry, Harry, Harry. Et ce groupe-là, c'est la Section d'Assaut. Et le chef d'orchestre de ce groupe-là est Maître Gims. Et quelques années plus tard, on se retrouve au début des années 2010 et l'artiste qu'on appelle Youssoupha va sortir l'album qu'on appelle Noir Désir. Et dans l'album qu'on appelle Noir Désir, il y a une musique très touchante qu'on appelle Les disques de mon père. Qu'il vente, qu'il pleuve ou qu'il neige. Parce que le père de Youssoupha n'est nul autre que l'artiste qu'on appelle Taboulay Rochereau. Et c'est comme ça que, un peu plus, les artistes d'origine congolaise vont rentrer dans le rap français. Quelques années plus tard encore, Youssoupha va signer dans son label deux artistes d'origine congolaise qu'on appelle NASA et Q-Black. Et là, on se retrouve au milieu des années 2010. Il commence à y avoir d'autres artistes d'origine congolaise qui commencent à sortir leur bout du nez. Je pense à des artistes comme Shai, Gradure, C-Boy, Niska et Damso. Bruxelles V. Il va se passer quand même un shift parce que c'est aussi durant cette période-là que va commencer ce que j'appelle l'africanisation de la musique urbaine. Il va y avoir les afro-trap de MHD et il va y avoir aussi la chanson qu'on appelle Sapé comme jamais, la musique de Maître Gims en featuring avec Niska, qui est aussi d'origine congolaise et qui a été produite par Danny Sainté, qui lui aussi est d'origine congolaise. Et le sujet sur lequel est la musique, c'est la SAP. Donc en fait, c'est une musique congolaise produite par un Congolais sur un sujet congolais. Sauf que là, ça va toucher toute la France. Et là, les années passent, on continue, il y a d'autres artistes qui sortent. Et là, ce qui se passe, c'est que ils commencent à chantonner davantage. Ils commencent à avoir ce phénomène qu'on appelle la Zumba. Sauf que, en ayant ce phénomène-là, on revient au point que je vous avais dit avant, c'est que les Congolais ont comme soft power la musique. Donc, tout Congolais issu de la diaspora, ou peu importe, chez toi, t'as forcément beaucoup de musique. Il y a beaucoup de clips. Il y a beaucoup de musique, il y a beaucoup de fêtes, beaucoup de mariages. Et dans tous ces événements, il n'y a que de l'ambiance. Et c'est comme ça que les enfants issus de la diaspora, ils ont pu autant performer dans ce qu'on appelle le rap français. Et durant les années 2010, je peux citer des rappeurs comme Leto, des rappeurs qui sont dans le groupe 13 Blocs, Z et Stavo et Hotby qui sont aussi d'origine congolaise. Je peux citer des Dausi, je peux citer des Nino, et il y en a encore et encore qui sont d'origine congolaise. Et là, ce qui est bien, c'est que cette fois-ci, ils placent des petits mots en lingala. Ils placent des titres en lingala. Dangereux Moubali, Un été à Kinshasa, Kin Label, vous voyez? Et c'est comme ça que justement, les Congolais, au fur et à mesure, ils vont commencer à s'imposer dans le rap français et surtout le lingala. Et après ça, on se retrouve dans les années 2020 et il y a un artiste qu'on appelle Tiakola qui va sortir son projet qu'on appelle La Mélo. Et j'ai tant redouté ce moment, j'y peux rien car maintenant on y est. Grâce à ce projet-là, il va y avoir ce nouveau phénomène qu'on appelle la mélo. C'est donc le fait de chantonner, d'être un mélomane dans des musiques urbaines. Ce projet-là va donner la naissance d'une nouvelle vague, d'un nouveau type d'artiste. Et dedans, il y aura des artistes congolais comme RSCO, Genesio. Et durant ces mêmes années 2020, il va y avoir encore l'émergence d'autres artistes d'origine congolaise. Je pense notamment à SDM. Je suis très mal entouré. Je pense notamment à KLN, à IDS, je pense à Guy de Besbar qui sample pas mal de musique congolaise, qui s'inspire des musiques congolaises. Et même selon moi,
ça n'engage que moi. Vous voyez quand Guy de Bézoard il chantonne, mais t'as l'impression qu'il chuchote. Et ben, cette manière-là de poser, et ben, il l'a prise des manières des artistes congolais, des musiciens congolais, des chanteurs congolais. Voilà. La troisième raison pour laquelle il y a beaucoup d'artistes congolais dans le rap français, ça c'est une raison, bizarrement, on l'évoque pratiquement jamais alors qu'elle est obvious, elle est évidente. La troisième raison pour laquelle il y a autant d'artistes congolais dans la musique urbaine, c'est à cause de l'église. Il faut savoir que le Congo est un pays majoritairement chrétien. Et les églises au Congo, même ici en Europe, à chaque culte, il y a un moment où il y a de la musique. Et ce qui se passe, c'est que à force d'aller à l'église et de t'intéresser à la musique, tu apprends à jouer du piano, tu apprends à jouer de la guitare, tu apprends à jouer à la batterie, tu apprends à chanter. Et surtout, tu apprends à t'exercer. Parce qu'à l'église, tu chantes en live en fait chaque week-end. Et donc, chaque week-end, tu chantes en live devant les gens. Donc, tu peux pas te rater. Surtout, le public congolais est l'un des publics les plus difficiles au monde. Il faut savoir aussi que la musique congolaise, la rumba congolaise, est l'une des musiques les plus techniques au monde. C'est pour ça que les Congolais ont cette facilité-là à faire de la musique non congolaise, comme du rap par exemple. Mais c'est plus difficile pour les artistes non congolais de faire de la rumba congolaise. Parce que c'est une musique très technique, très difficile, qui a des codes, qui est très codifié. On ne fait pas de la rumba congolaise comme ça. Je vais vous donner un exemple. Prenons le son Nathan TSB, Psaume 51. Un son, une musique classique de rumba congolaise. Et en fait, ce qui se passe, c'est quoi? C'est une chanson qui est longue déjà. Une vraie chanson de rumba congolaise, c'est long, c'est genre 10 minutes, 15 minutes. En fait, une chanson de rumba congolaise, elle est faite de deux parties. Il y a la partie chantante, où l'artiste chante doucement, le rythme est plus lent, calme, posé. Il y a la deuxième partie qui est la partie dansante. Et la partie qui est dansante, c'est la partie qu'on appelle le seben. Le fait qu'il y ait plusieurs rythmes dans une seule chanson, ça rend déjà le fait d'être un artiste, de poser dans une musique de rumba congolaise, plus difficile. Et donc quand tu arrives dans le rap français, une musique déjà qui est plus courte, où c'est assez monotone, où c'est rare qu'il y ait un changement d'instru, et ben lorsque tu as été éduqué à la musique congolaise et que tu t'es exercé à la musique congolaise, et ben passer au rap français, c'est plus facile. C'est une seule instru et qui est, on va dire, monotone, où les rythmes sont moins difficiles. Et donc c'est comme ça aussi qu'il y a une prolifération des artistes d'origine congolaise. Mais aussi, il faut savoir que beaucoup d'artistes qu'on écoute aujourd'hui ont puisé leur inspiration de la musique gospel congolaise. Je vais vous donner 3 exemples. On a Maître Gims. On connaît tous Maître Gims. On connaît tous comment il chante excellemment bien. Franchement, rien à dire. Et ben là, il n'y a pas longtemps, il a sorti une musique qu'on appelle Muganga. Tous les oiseaux sont partis. Tous les oiseaux sont partis. Et cette musique-là n'est qu'une reprise d'une chanson de Matou Samuel qu'on appelle Ponani Boy. D'ailleurs, Maître Gims le dira lui-même que Matou Samuel est l'une de ses plus grandes inspirations. Et Matou Samuel est un artiste de gospel. Tchakola, dont les grandes cousines sont Kunda Sisters, font partie de ses plus grandes inspirations. Je prends également Jay Brownie. L'une des premières fois où il s'est exercé à la musique, c'était à l'église. Avant, j'étais choriste, tu vois, dans une église et tout, catholique, tout ça. Et le dernier exemple que je prends, c'est l'OVNI qu'on appelle Théodora, la princesse du game actuel. Elle aussi puise son inspiration de l'église. Et là, on est en 2025, et là, il y a un rappeur qui a eu la bonne idée de faire un projet qu'il va appeler Projet Congo. Et d'ailleurs, on attend ce projet-là. Donc, Radure, si tu tombes sur cette vidéo, envoie-nous le Projet Congo, où on va mettre en avant tous les rappeurs d'origine congolaise. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo et j'espère que je vous aurai assez bien expliqué pourquoi il y a autant de Congolais dans la musique urbaine. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos.